Salut à tous et bienvenue dans 100%. Aujourd'hui il y aura du jeu vidéo avec la critique de The Crew, du jeu de rôle avec Indécis sur Dungeons & Dragons et des jeux avec Metal Missile et Plastic Gun. Bref, 3 façons de s'amuser, 3 idées de cadeaux pour Noël. Et pour commencer, on regarde les news. À l'occasion du PlayStation Experience, Sony a une nouvelle fois fait montre de son investissement dans la scène indé. L'excellent Shovel Knight a ainsi vu sa sortie confirmée sur PS4, PS3 et PS Vita pour 2015. Visiblement, le jeu de plateforme action proposera quelques nouveautés par rapport aux versions Windows, Wii U et 3DS sorties en 2014, avec la présence surprise d'un certain Kratos. Après Shovel Knight, les amateurs de gros pixels seront ravis d'apprendre que le non moins excellent Super Time Force débarquera sur PS4 et PS Vita en 2015. Sorti en exclusivité provisoire sur les consoles Microsoft en mai 2014, ce jeu d'action vous permettait de revenir dans le temps pour multiplier les guerriers présents à l'écran. Cette version proposera elle aussi quelques nouveautés. De nouveaux personnages feront ainsi leur apparition, dont, tenez-vous bien, Yoshida Shuhei lui-même, soit l'actuel big boss de Sony Computer Entertainment. Double Fine était très présent lors du PlayStation Experience avec pas moins de 3 annonces. La première était celle de la sortie en janvier prochain de Grim Fandango Remastered sur PS4 mais aussi sur PS Vita, Windows, Mac et Linux. Le jeu profitera de nouvelles textures HD, d'une BO orchestrale, d'une interface simplifiée, d'un commentaire audio et d'autres petites nouveautés. Double Fine a également dévoilé la sortie prochaine de son jeu d'aventure point and click, Broken Age, dont les 2 volets devraient débarquer simultanément sur PS4 et PS Vita. Enfin, last but not least, l'immense classique point and click lui aussi, Day of the Tentacle, bénéficiera à son tour d'une version remastered sur PS4 et PC. Et ça, c'est sans doute l'une des toutes meilleures nouvelles de cette fin d'année. Nguyen nous propose aujourd'hui la critique de The Crew. The Crew, c'est une simulation automobile open world qui a pour décor les États-Unis. Pourquoi ça s'appelle The Crew? C'est parce que comme de plus en plus de jeux en ce moment, c'est jouable en coop avec la possibilité de créer des crews de 4 pilotes. Et pour le reste, on regarde la critique. L'arrivée de nouvelles consoles s'accompagne généralement de nouvelles licences de la part des gros éditeurs. La génération précédente vit la naissance d'Assassin's Creed et la généralisation de l'open world dans les jeux Ubisoft. Il faut que tu finisses premier. Sur cette nouvelle gêne, Ubisoft tente quelque chose de nouveau avec The Crew, sa nouvelle licence de course, en mélangeant course et MMO. La connexion à internet est obligatoire, on partage sa session de jeu avec d'autres joueurs que l'on peut croiser au détour d'une rue, et ça nous avait bluffé lors de l'E3 2013, lorsque le jeu fut dévoilé. C'est une caisse de Spectre. Sur le papier, The Crew ressemble au successeur spirituel de Burnout Paradise, à savoir un jeu de course arcade en monde ouvert avec une composante online supplémentaire. C'est sur ce dernier aspect que la communication d'Ubisoft s'est concentrée et au fil des mois, nous avons fini par être impatients de voir le résultat final. Résultat final qui est loin d'être à la hauteur de nos attentes. Après l'assassinat de son frère et sa condamnation pour ce crime qu'il n'a pas commis, une petite frappe décide de s'allier avec un agent du FBI pour démanteler un gang spécialisé dans les courses automobiles et se venger. Je serai du bon côté de la barrière pour une fois. Vengeance qui s'exercera en participant à des courses de voitures aux 4 coins des États-Unis. Mais pas de pression, hein. Ne cherchez ni l'originalité ni la cohérence avec le game system dans le scénario de The Crew. C'est digne d'une série B. Nous imposer un personnage principal est en complète contradiction avec l'aspect multijoueur constant, et ça a déjà été fait des centaines de fois. On aurait fermé les yeux si cette histoire n'était pas si présente et qu'elle ne gâchait pas le reste du jeu. Pour des tonnes. Si on met de côté quelques éléments très intéressants, le game system de The Crew est totalement raté. Et ce n'est pas la faute à des petits détails insignifiants, non. La base même du jeu est totalement bancale, incohérente, ressemblant à un patchwork d'idées venant d'autres jeux. The Crew est pensé comme un MMO. La conduite devient plus agréable lorsque l'on augmente de niveau, la connexion est obligatoire pour jouer, et pourtant, c'est lorsqu'on joue seul dans son coin qu'on s'amuse. J'y suis presque. Les missions solo sont excellentes, grâce à une mise en scène et un rythme maîtrisé, une bande son mémorable et une IA agressive. Attention, on va tenter de percuter la cible.
Rien n'est jamais joué avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée, et ce n'est pas parce que vous avez bien géré le début de la course que vous finirez premier. Toutes les missions solo sont jouables en coopération. Coopération, c'est le terme utilisé par le jeu, qui se révèle souvent inexact. Vous serez bien souvent en concurrence avec les membres de votre crew, vu qu'il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur dans beaucoup de missions. Et c'est extrêmement frustrant. On est poussé à jouer seul pour avancer dans l'histoire et débloquer de nouvelles missions, alors que l'on est censé jouer à un jeu multijoueur. C'est également incohérent. Pour participer à la même mission, les joueurs doivent faire partie du même crew, de la même équipe. Alors pourquoi ne peut-il y avoir qu'un vainqueur? De toute manière, les occasions de jouer en coopération sont très rares. Sur notre quinzaine d'heures de jeu, nous n'avons pu jouer à plusieurs que sur 3 missions, malgré nos tentatives répétées de jouer en coop. Ce n'est néanmoins pas étonnant, le jeu nous poussant à jouer seul. Le contenu multijoueur comme le PVP et le système de faction tournent rapidement en rond, les objectifs se ressemblant tous. Il est néanmoins trop tôt pour donner un avis définitif. C'est sur la longueur et en fonction de l'implication des joueurs que l'on pourra juger cette composante de The Crew. L'énorme quantité de missions annexes, que ce soit des défis disséminés sur la route ou des voitures cachées à débloquer, souffre du même problème de répétitivité. Un problème accentué par la conduite récompensant non pas le skill, mais le farming. Plus on gagne de niveau, plus les véhicules sont rapides et maniables. Les caisses à savon du début du jeu deviennent au bout de quelques heures de véritables bolides dépassant sans difficulté les 300 km/h. Et c'est extrêmement frustrant, surtout en multijoueur, lorsqu'un simple niveau d'écart entre les joueurs peut faire la différence. Malgré tout, The Crew s'en sort côté gameplay. Malgré le farming imposé, la conduite est agréable et fait penser à Burnout sur beaucoup d'aspects. Les compétences à débloquer grâce au gain d'expérience et la personnalisation des véhicules sont également de très bons points. Mais chaque aspect positif est contrebalancé par une flopée de défauts. Concernant la conduite, les collisions sont souvent étrangement gérées. Et le tout manque complètement de finesse. C'est simple, si vous ne jouez pas comme un bourrin, vous n'avez aucune chance de gagner. Dernier point décevant, la zone de jeu, représentant la totalité des États-Unis. La zone est immense, c'est vrai, mais malgré tout, on a quand même un sentiment d'étroitesse et de petitesse, la faute à des villes minuscules et à des zones se ressemblant toutes, à quelques exceptions près. Cela ne fait pas grand chose à sauver, et c'est dommage, tant The Crew avait du potentiel. C'est triste à dire, mais l'un des problèmes de The Crew, c'est que c'est un jeu Ubisoft. On sent que l'éditeur a tenu à mettre dans ce titre tous les éléments habituels de ses autres productions, jusqu'à frôler le ridicule. La map se dévoile en partie en trouvant des tours radio. Le scénario à base de vengeance ne diffère pas de Watch Dogs ou Assassin's Creed. Le multijoueur est omniprésent, mais mal intégré. Tout est là. La déception est grande. Nous nous attendions à un successeur massivement multijoueur de Burnout Paradise. Nous n'avons qu'un jeu de course mal branlé, dont le multi n'apporte pas grand chose de plus que d'autres productions du même genre. À cette déception s'ajoute l'agacement. En effet, The Crew demande une connexion internet en permanence pour pouvoir profiter du côté multijoueur constant. Et au final, vous partagez votre session de jeu avec 6 personnes en moyenne, que vous ne croiserez que rarement, avec lesquelles les interactions sont inexistantes ou inintéressantes, au choix. Ce multijoueur forcé donne l'impression de n'être qu'un prétexte pour obliger les joueurs à être constamment connectés. Tout n'est pas acheté non plus. La conduite est parfois agréable, l'ensemble est très beau et parfaitement fluide sur PS4 et la bande son quasiment parfaite, que ce soit les morceaux composés spécialement pour le jeu ou la sélection d'artistes que l'on écoute sur la radio. Tout est parfait et c'est certainement le meilleur aspect du jeu. D'une manière générale, The Crew se laisse jouer. Ce n'est pas une torture, mais ce n'est pas bon. Si vous avez du temps à perdre et rien d'autre à faire, vous serez occupé, parfois diverti, mais vous ne vivrez rien de mémorable. Ces quelques qualités ne sauvent pas The Crew et c'est dommage tant le concept était prometteur. Celui-là est cané. Non! Jouer en coopération avec des gens du monde entier, c'est super, mais pour ceux qui préfèrent le vrai contact humain en chair et en os, et qui préfèrent le papier aux ordinateurs... Bref, les vieux... Il y a les jeux de rôle comme Dungeons & Dragons. Dans ce numéro de 1 des 6, Julien Pirou va nous parler du retour de ce monstre sacré dans sa 5e édition. Il n'y a pas que les vieux qui aiment les jeux de rôle, Alex. Ah, attends, les rôlistes, ils sont passés à la tablette, hein, ils sont plus au papier crayon. Hein. Aïe aïe aïe. Bonsoir et bienvenue au Club des Explorateurs de l'Imaginaire Ludique. C'est en 1974 que la première édition de Dungeons & Dragons a vu le jour, créée par Gary Gygax et Dave Arneson.
Ce n'est donc pas un hasard si Wizards of the Coast a choisi cette année 2014, l'année du 40e anniversaire du jeu, pour lancer la 5e édition de D&D. Après une 4e édition qui avait divisé les joueurs, cette nouvelle version a pour but de rassembler les vieux fans tout en attirant une nouvelle génération. Dungeons & Dragons a toujours été avant tout un système de règles autour duquel gravitent de multiples univers, Greyhawk, Ravenloft, Dark Sun, Planescape ou encore Eberron. Depuis une grosse vingtaine d'années, l'un des univers de Dungeons & Dragons les plus populaires est celui des Royaumes oubliés. Cette popularité s'explique entre autres par le succès des romans de R.S. Salvatore mettant en scène l'elfe noir renégat Drizzt Do'Urden, ainsi que par les multiples jeux vidéo ayant choisi cet univers pour cadre, de Baldur's Gate à Icewind Dale en passant par Neverwinter Nights ou plus récemment le MMORPG Neverwinter. Sans grande surprise, c'est cet univers que Wizards of the Coast a choisi pour faire office d'univers par défaut pour D&D 5e édition. Les Royaumes oubliés se situent dans un monde appelé Aberthoril. Ce monde possède 4 continents principaux, Kara-Tur, Zakara, Mastika et le plus connu, Faerûn. Sous la surface s'étend également le royaume souterrain d'Outre-Terre. Les Royaumes oubliés sont un monde médiéval fantastique plutôt classique, dont les cultures sont inspirées de celles du monde réel. Les dieux, bienveillants ou malfaisants, jouent un rôle majeur dans cet univers et interagissent fréquemment avec les mortels. On attend désormais de voir si Wizards of the Coast va rester focalisé sur les Royaumes oubliés ou si l'éditeur sortira également des suppléments détaillant d'autres univers. Mais quel que soit l'univers, gageons que de nombreuses compagnies d'aventuriers se retrouveront dans des tavernes malfamées avant de se lancer dans des quêtes périlleuses et héroïques, que des donjons seront explorés, des trésors pillés et des dragons oxy. Dans Dungeons & Dragons, les joueurs peuvent choisir parmi une sélection de races et de classes. Parmi les races, on retrouve les grands classiques comme les humains, elfes, nains, gnomes et alphelins, mais aussi demi-elfes, demi-orques et tieflins, cette dernière race étant originellement apparue dans Planescape, mais ayant fini par être ajoutée aux races de base dans D&D 4. Côté classe, on retrouve les barbares, bardes, clercs, druides, guerriers, moines, paladins, roublards, sans oublier les différents types de mages. Les fans de D&D ne seront pas dépaysés. Les personnages sont définis par 6 attributs, force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse et charisme. De chacun de ces attributs dépend directement plusieurs compétences. Par exemple, un jet d'acrobatie sera effectué avec le score de dextérité, tandis qu'un jet de perception sera effectué avec le score de l'attribut sagesse. La valeur moyenne de ces attributs est de 10 ou 11. En dessous, le joueur aura un malus à son jet de dés, au-dessus, le joueur aura un bonus. Les personnages peuvent également posséder une maîtrise dans certaines compétences spécifiques qui viennent donner un bonus supplémentaire au jet de dés. Le système de jeu de Dungeons & Dragons 5 reste très proche de celui de ses prédécesseurs. Lorsque le joueur veut effectuer une action, il lance un dé 20, ajoute le bonus ou soustrait le malus au résultat du dé et compare le score final au seuil de réussite fixé par le meneur de jeu. Si le résultat du dé est supérieur, le jet est un succès, s'il est inférieur, le jet est un échec. Les personnages posséderont parfois un avantage ou un désavantage dans un cas de figure précis. Cela veut dire qu'ils pourront lancer 2 dés au lieu d'un seul, et soit garder le meilleur résultat dans le cas d'un avantage, ou garder le plus mauvais résultat dans le cas d'un désavantage. Si un joueur agit en accord avec la personnalité de son personnage, alors le MJ peut lui octroyer un bonus spécial appelé Inspiration. Un personnage inspiré pourra choisir d'avoir l'avantage sur le jet de dés de son choix. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça fait vraiment plaisir de voir Dungeons & Dragons encourager le roleplay. En dehors de ça, le jeu demeure très tactique lors des combats, avec de multiples mouvements spéciaux et autres capacités raciales que les joueurs devront apprendre à utiliser au bon moment. Mais contrairement à D&D 4, qui avait rebuté certains joueurs justement à cause de son côté trop wargame, les combats de D&D 5 restent toujours simples et fluides. Le plus beau compliment que je puisse faire à D&D 5, c'est qu'il m'a emballé. Je n'ai jamais accroché aux précédentes éditions du jeu, que j'ai toujours trouvé lourdes et trop focalisées sur les combats. Mais D&D 5 a su trouver un juste équilibre entre l'aventure, les batailles épiques et le roleplay. Les règles ont fait l'objet d'une longue phase de test et ont été soigneusement affinées afin de proposer une expérience dynamique et fun. Mon impression positive du jeu semble être partagée par de nombreux joueurs, car Dungeons & Dragons 5 rencontre d'ores et déjà un beau succès, à tel point que les boutiques sont régulièrement en rupture de stock. Et d'ailleurs, alors que Wizards of the Coast n'avait pas prévu de sortir le jeu en français, plusieurs éditeurs francophones seraient désormais sur les rangs pour obtenir les droits de traduction. Wizards of the Coast met également tout en œuvre pour faire de D&D 5 l'édition la plus accessible du jeu, en commercialisant par exemple un starter set contenant des règles allégées, une aventure prête à jouer et des personnages pré-tirés, ainsi qu'en mettant les règles à disposition de tous sur internet au format PDF. Un PDF tout simple, sans illustration, mais totalement gratuit.
Il semble que D&D 5 soit en bonne voie de réussir son pari, redonner une seconde jeunesse à ce noble quarantenaire et refaire de Dungeons & Dragons un incontournable du jeu de rôle, à même de séduire tous les joueurs de 12 à 92 ans. En tout cas, je suis impatient de remettre mon clair nain sur les routes de Faerûn, même si je continuerai à rêver à une nouvelle édition de Planescape. Quant à moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, à l'année prochaine, et d'ici là, jouez bien! Il y a les jeux vidéo, les jeux de rôle papier, mais quand même, quoi de mieux qu'un jouet qu'on déballe de sa boîte et qu'on monte pour rappeler la magie de Noël? On peut jouer tout seul si on est solitaire ou à plusieurs en coopération. C'est ça le charme des jouets. Et Jean-Marc l'a bien compris, enfin surtout si le jouet en question est équipé d'un lance-grenade à visée laser. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, le volet final de la saga Exosquad avec, à mon sens, deux véhicules qui justement termineront cette saga avec panache. Donc d'un côté, j'ai nommé notre ami Maggie Weston aux commandes du Field Repair iframe que nous allons détailler. Et puis ici, nous avons l'Exo-Walking Light Attack iframe de nouveau notre ami Marsala qui doit vraiment être une grosse vedette de la série puisqu'il a, à l'instar de JT Marsh, il a de nombreuses iframes qui ont son personnage à l'intérieur. C'est ce que j'appelle de la célébrité. Donc, comme son nom l'indique, le Field Reaper est un iframe qui permet bien sûr de combattre sur le terrain, mais aussi de réparer les autres iframes qui sont endommagés, et ce sur le terrain. Donc vous pouvez de toute façon constater là aussi le design très mécanique et très engin de construction et de réparation de cet iframe. Comme vous pouvez le constater, il est monté sur roulette. Malgré ça, les Playmates a quand même pris soin de donner un minimum d'articulation aux membres. Là, comme vous pouvez le constater, il y a écrit Fuel et vous avez un petit nozzle qui permet de mettre du carburant aux autres iframes. Ici, nous disposons d'une griffe de remorquage qui se déplie et donc vous pouvez justement remorquer les iframes qui sont à capacité au cours du combat pour les emmener à un endroit un peu plus sécurisé. Donc des phares. Autre caractéristique assez intéressante et particulière à cet iframe, c'est que vous avez ici le Diagnostic Station, c'est-à-dire que vous ouvrez hop, ceci, et vous avez un petit poste justement pour examiner les iframes endommagés, localiser la panne et la juguler de manière à repartir au combat le plus rapidement possible. Donc vous avez ici un petit bras de soudure laser, un siège qui se déploie, donc si vous avez des figurines supplémentaires, vous pouvez parfaitement les mettre aux commandes de ce Diagnostic Bay. Et puis vous voyez forces autocollants pour indiquer qu'il y a de l'appareillage à l'intérieur qui vous permet de procéder à des réparations sérieuses. Donc ça c'est très sympa, vous pouvez mettre un personnage supplémentaire à l'intérieur et hop, ça se replie comme ça c'est ouvert, donc c'est très bien. Bien sûr, il faut quand même pouvoir répondre aux agressions des combattants adverses. Donc voilà, c'est fait. Nous avons ici, comme vous avez pu le constater, un triple missile qui va triplement signifier à l'ennemi qu'il n'est pas le bienvenu lors d'un moment d'intimité. Vous êtes en train de réparer l'iframe d'un camarade. Est-ce qu'on peut être tranquille 5 minutes, s'il vous plaît? Vous avez ici une pince qui aussi bien peut vous permettre donc de récupérer des pièces ou là aussi du cliquet. Je ne résiste pas à vous le faire entendre. Voilà, donc la pince qui vous permet d'incapaciter des ennemis ou alors de saisir du matériel. De l'autre côté, je pense que ici nous avons un arc de soudure géant, donc qui va permettre justement aussi de procéder à des réparations comme refixer des plaques de blindage par exemple, enfin toutes les réjouissances du combat blindé évidemment. Caractéristique intéressante de cet iframe, c'est ceci, vous avez ici une espèce de petite détente. Vous coincez le bras avec le doigt. Voilà, ça lance un missile dans la tronche de l'adversaire et en plus vous avez l'effet sonore qui va avec, un effet sonore qui est durable et soutenu.
on a aussi une articulation à la taille, ce qui ne gâche rien. Et donc les boutons qui commandent directement les sons. Donc le premier son que vous avez entendu tout à l'heure en actionnant le missile du bras. Et puis un autre son. Voilà, qui peut, je pense, figurer le lancement des triples missiles dans le faciès de l'infortuné adversaire. Et puis, dernière chose pour le Field Repair E-Frame, c'est qu'il possède aussi cette caractéristique des heavy E-Frames, c'est-à-dire d'avoir une simulation de battle damage. En l'occurrence ici, cette partie frontale, si vous avez donc comme d'habitude un autre véhicule Exosquad, vous tirez dessus avec un missile et ça fait sauter le cockpit. Donc voilà, comme nous l'avons vu de nombreuses fois précédemment, l'interactivité, nous voyons notre ami Maggie Weston aux commandes de son véhicule qui est en danger malgré tout, c'est la guerre. Maintenant nous allons finir avec l'apothéose. J'ai nommé l'Exo Walking Light E-Frame de cette grande vedette qui est Marsala. Voilà l'objet, un objet qui nous est familier, hein, un gros corps et 2 pattes. J'aime beaucoup la couleur, une espèce de, au risque d'offusquer les spécialistes, une espèce de gunmetal assez clair. Voilà, vraiment une belle bête, hein, imposant, de grosses pattes, des canons sur les pattes. Ici, comme d'habitude, le cockpit s'ouvre. Donc nous voyons ici qu'il y a un siège qui permet d'accommoder un personnage supplémentaire. Et maintenant nous allons en venir aux caractéristiques principales de l'Exo Walking E-Frame. D'abord son lancement de missile, alors qui là aussi est intéressant, nous allons prendre le Field Repair comme cobaye. Alors ce qui est intéressant là-dessus, c'est que vous n'avez pas un bouton individuel par missile, c'est un bouton que vous faites voyager de gauche à droite et qui déclenche une sorte de séquence de lancement des missiles. Je le fais, bam. Excusez-moi. C'est vraiment, j'adore, je trouve ça génial. À ma connaissance, certains jouets G.I. Joe présentent cette caractéristique. Mais à ma connaissance, c'est propre d'une manière générale aux jouets américains, mais vous l'avez vu, ça offre une séquence dans le lancement et c'est vraiment un très bon effet. Donc ça c'est vraiment super sympa. Et puis alors maintenant, exultation suprême, joie extatique, enfin vraiment le summum, le pinacle du plaisir, j'ai nommé ceci. Ah, voilà. Pourquoi cet E-Frame s'appelle Exo Walking? À cause de ça. Comme vous pouvez le voir, il exo-marche. Donc, une marche peut-être un petit peu laborieuse. Après, ça dépend peut-être et sûrement de la surface sur laquelle vous le mettez en action. Mais le fait qu'il avance, c'est super sympa. Le radar qui tourne, ça c'est vraiment génial. Et puis, si vous faites attention, vous voyez aussi que le canon latéral va de gauche à droite pendant la marche. Voilà, ce cycle d'Exosquad se termine avec ces deux E-Frames qui, à mon sens, sont vraiment très plaisants. J'espère que ça vous a plu. C'est vrai que c'était un peu long, mais je tenais quand même à montrer, je pense que ces jouets et cette série sont relativement méconnus, et je tenais justement à montrer ce dont était capable l'animation et les jouets américains dans les années 90. Faut pas négliger ce genre de truc. J'espère vous avoir fait découvrir quelque chose de plaisant avec Exosquad, des engins de guerre motorisés avec différentes possibilités. Cela nous prouve que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. J'espère que ce 100% vous aura donné des idées de cadeaux de Noël. Demain, vendredi, ce sera n'importe qui, puis il y aura 2 semaines de vacances. Mais les programmes continuent à l'antenne, avec chaque soir à 19h le jeu top de l'année et quelques surprises préparées par l'équipe. Passez de bonnes fêtes, reposez-vous bien si vous pouvez. Moi, je pars au soleil, je suis en manque de vitamine D ici. Et je vous retrouve en 2015. À bientôt!